Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans Baptiste. Une émission consacrée, entre autres, dans la partie artistique, au Rapin Montmartre 3. Voilà. Et bien, comment dirais-je, Piquet-Cou va vous lire d'ailleurs tout de suite un extrait de Quai des Brumes de Pierre-Marc Rolland, dont toute l'action se passe, devinez où, à Montmartre. À Montmartre, autour du lapin à Gilles. Donc, tu veux que je fasse la présentation du Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, donc c'est un extrait. Donc, c'est le Montmartre au début du XXe siècle, hein, un Montmartre qui est encore en friche, entrecoupé de terrains vagues, fréquenté par les Apaches. Alors, les Apaches, hein, c'est les mauvais garçons et les délinquants de Paris, et de vergers, des vergers dont les pommiers abritaient plus de bandits que de pommes, écrivit un jour Mac Orlan. Donc, ce roman est en partie autobiographique. Jean Rab, un des héros de ce bouquin, est une transposition de Mac Orlan quand il traînait dans Montmartre et qu'il était dans la Mouise. Hein, c'est lui-même qui le dit. Donc Jean Rab est un jeune homme désœuvré, désargenté, qui erre dans les rues enneigées. Il finit par se rendre au Lapin à Gilles, le lieu mythique de la rue des Saules, dont il est un habitué, et il est reçu par Frédéric le tenancier, qui lui offre à boire. Donc au Lapin Gilles, il y avait une population, était fréquentée surtout par une population très très diverse. Il y avait des clients ordinaires qui voisinaient avec des jeunes femmes ou des rôdeurs qui chérissaient la poésie et des artistes en attente de reconnaissance comme Francis Carco, Pablo Picasso, Gaston Coutet, Mac Jacob et beaucoup d'autres. Donc voici l'extrait. C'est un extrait qui est au début du livre. Cette nuit-là, il pouvait être 11 heures. Rab, après avoir dîné chez un ami à qui il avait tenté, sans succès, d'emprunter quelques sous afin de louer une chambre pour la nuit dans le passage de l'Élysée des Beaux-Arts, se décida instinctivement à remonter sur la butte Montmartre, où le Lapin à Gilles devait allumer dans la nuit un petit feu rouge. Il neigeait, et Rab secoua la neige qui alourdissait son chapeau. Il avait traversé tout Paris, car il venait de Montparnasse, marchant vite, la tête baissée et rentrée dans les épaules, les poings enfoncés dans un pardessus d'été, beaucoup trop étroit pour lui. En marchant, il pensait presque tout haut. Son cerveau travaillait merveilleusement afin de rendre pratique cette idée qui tout d'un coup lui parut éblouissante. Trouver un louis, retenir une chambre pour une semaine, acheter du papier et de l'encre de Chine pour faire des dessins, autant que possible pornographiques, afin d'aider à la vente. Ces dessins, il pourrait, qui sait, les vendre sans soulin. Mais il avait beau supputer toutes les chances, il n'espérait point retirer 100 francs de cet effort. Il ne parvenait pas à estimer sa valeur commerciale à plus de 50 francs. En arrivant place Pigalle, les jambes molles d'avoir patiné sur les trottoirs, il comprit parfaitement la stupidité de ses hypothèses. Il ne trouverait pas le louis espéré, c'était clair. Il fouilla dans sa poche, en sortit un petit cornet de tabac humide et bourra sa pipe en la protégeant soigneusement contre les flocons de neige qui voletaient autour de lui. Il alluma sa pipe à l'allumoir du bureau de tabac au coin de la rue des Abbesses. Devant lui, le bar Faulvet rutilait de lumière et d'allégresse. Le piano mécanique déchaîné jouait à grand renfort de timbres et de clochettes la Sidi Ibrahim. Rab s'approcha des vitres qui donnait sur la rue des Abbesses et regarda à l'intérieur. Il n'aperçut aucun visage agréable. Dans un coin, un vieux peintre, qui était son ennemi le plus acharné, bourrait sa pipe devant un verre de café. Ses jambes courtes ne touchaient pas le sol, si bien qu'il fut assis sur le bord de la banquette. Il regardait l'orgue mécanique et il ressemblait à un imbécile solitaire. En dégringolant la pente mal pavée de la rue des Saules, il pensait qu'il avait raté une chance, que cette nuit s'achèverait mal, dans le froid et la misère, plus immonde que le vol. Derrière sa petite barrière de bois léger, le Lapin à Gilles, volet et porte clos, laissait cependant transparaître une lueur jaune, d'un beau jaune d'or propre étalé sur la neige blanche. Il cogna timidement contre le volet de bois plein, et la porte s'ouvrit brusquement d'une secousse. Aussitôt, une buée de chaleur, de bien-être et d'optimisme l'enveloppa. Il dit bonjour à tous, à Frédéric, le patron, coiffé d'un foulard rouge noué derrière la nuque, à la manière des pêcheurs du Sud. Cette coiffure ressemblait également un peu à l'ancien bonnet des vieillards de Plougastel.
Il était chaussé de bottes et marchait, taciturne, agile, massif et courageux, le dos voûté, la tête basse, prête à l'attaque ou à la défense. Il vivait avec les loups et connaissait leurs mœurs. Ce n'était pas un homme jeune, mais il savait imposer son autorité à des hommes toujours prêts à invoquer la force et le jugement de Dieu. Il parlait peu et dressait toujours une oreille inquiète du côté de la rue. Son instinct surprenant l'avertissait longtemps à l'avance. Il subissait les ondes annonciatrices de la bagarre, bien avant que les lampes fussent éteintes sous le souffle rapide et tragique de la bataille, méchante, méditée, étonnamment précise dans son action. Ouais, voilà. Oui, Montmartre, à ce moment-là, c'était pas le Montmartre des touristes d'aujourd'hui, dont on va vous parler après, en évoquant un rapin de Montmartre qui s'appelle Tardivelle, peintre de la place du Tertre. J'aurais jamais cru parler de la place du Tertre de la manière dont je vais vous en parler. Mais bon, tout arrive, hein, il faut s'attendre toujours à l'inattendu. T'en parles tout de suite ? Non, je vais... Après la pause musicale ? Ouais. D'accord. Je l'ai trouvé par hasard en flânant sur ce trottoir près de la rue Saint-Vincent. Il avait l'air de sortir d'une histoire, d'un souvenir ou d'un conte pour enfants. Petite maison très fragile s'appellant la Pagile, c'est merveilleux de savoir que des foules d'admirateurs de Paris ou bien ailleurs viennent chez toi tous les soirs. De la butte, il est ancien, car il est sage en convient, le berceau de tout artiste qui veut vivre sur la piste. C'est un endroit chaleureux où le public est heureux de samer ses mélodies comme une pluie de confettis. Je l'ai trouvé par hasard en flânant sur ce trottoir près de la rue Saint-Vincent. Il avait l'air de sortir l'histoire d'un souvenir ou d'un conte pour enfants. Petite maison très fragile s'appellant la Pagile, c'est merveilleux de savoir que des foules d'admirateurs de Paris ou bien ailleurs viennent chez toi tous les soirs. Ce serait vraiment super si dans les années-lumière on pouvait encore trouver cet endroit plein d'amitié au coin de la rue Saint-Vincent où tout serait comme avant, car c'est le cœur de Paris qui fredonne à l'infini. Fragile s'appellant la Pagile, c'est merveilleux de savoir que des foules d'admirateurs de Paris ou bien ailleurs viennent chez toi tous les soirs. C'était Cassita qui interprétait au Lapin Agile. Une très jolie voix. Je connaissais pas cette meuf, mais bon. Eh ben moi non plus. J'aime bien. Vous voyez, pour vous parler tout de suite dans le poste, là, avec ma voix de roghomme, d'un rapin de la place du Tertre qu'on a rencontré, c'était quand, dimanche dernier ? Jeudi dernier. Jeudi dernier, oui, je confonds tous les jours. Moi, enfin, jeudi en 15. Puisque jeudi en 15. Jeudi en... Non, en 8. Oui, en 8. Bon. Oui, parce qu'en 15, non. Oui, on a rencontré, on est allé place du Tertre le matin, là,
Et puis on a fait un tour, et puis j'avais remarqué au début du tour, mais on a été le rencontrer qu'à la fin du tour, un peintre qui me semblait, enfin sa peinture en tout cas, qui n'était pas une peinture Montmartroise, mais bon, il faut s'attendre un peu à tout, place du Tertre. C'était un paysage, je trouvais intéressant, enfin bon, c'était moins nul en tout cas que tout ce que j'avais vu d'autre. Et je sais pas, il avait une allure comme ça qui était assez touchante. Donc on s'est arrêté avec Piquet-Cou, puis on a papoté avec lui pendant un quart d'heure, quelque chose comme ça, quart d'heure, 20 minutes. De son statut de peintre Montmartrois. C'était très intéressant ce qu'il nous racontait. Moi j'ai connu cette place du Tertre dans les années au début des années 60, j'en ai été viré d'ailleurs, manu militari par les flics, parce qu'à cette époque-là, ça grenouillait un peu, là où il fallait, bon bref, je vais pas m'éterniser. Et donc, je conchiais un petit peu cette place et ces artistes. Et puis là, c'est peut-être la vieillesse qui me rend un peu plus tolérant, je sais pas. Mais enfin bon. On a discuté donc avec ce peintre, puis après des photos, elle va faire un petit montage, je pense, qu'elle mettra sur le blog. Et il nous a raconté vraiment sa vie, là, à Place du Tertre. Il a une place à vie qui partage avec un autre peintre, qui est un Chinois, je crois, ou un truc comme ça, qu'il connaît pas du tout d'ailleurs. Parce que nous a-t-il dit qu'il avait rien à lui dire aux Chinois, voilà. Et lui, il habite à la campagne, pas loin de Paris. Dans quelle région, puis du coup Dans la Sarthe. Dans la Sarthe, ouais. Je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Donc, il partage son temps entre la Place du Tertre et la Sarthe. Et alors, il vend ses œuvres des petits formats, des petits formats pas très chers, 40 €, 60 €, voilà, un peu comme nous. À Montparnasse ou à la Bastoche, sauf que lui, il y va tous les jours, donc il se fait quand même du beurre. Et apparemment, tous les artistes qui sont là-haut, ils s'en sortent pas mal. J'ai lu c'est un artiste chinois, je crois, ou thaïlandais, ou je sais pas, qui fait des portraits au ciseau. Vous savez, là-haut, ils font des silhouettes au ciseau, le papier noir. Eh bien, lui, il est peintre et sculpteur, et il travaille que l'été à Montmartre, et il se fait son gras pour l'année, pour pouvoir se consacrer à son vrai travail de peintre et de sculpteur. Et je pense qu'il y en a quelques-uns comme ça là-haut, voilà, c'est pas la majorité. Maintenant, évidemment, pour pouvoir s'installer à 1 mètre carré, les artistes sont 260 et quelques, ils ont chacun 1 mètre carré pour pouvoir c'est pas beaucoup, hein, franchement, surtout quand on fait 1 mètre de large, des épaules d'1 mètre de large. Tu parles de qui? Non, je parle pas de moi. Rassurez-vous, ou soyez dépité, selon. Voilà, c'est tout petit. Hein, ils sont vraiment les uns sur les autres. Alors, il faut maintenant postuler auprès d'un service de la mairie de Paris. Et puis, il faut être, je crois, aussi artiste professionnel, enfin répertorié au régime de la sécurité sociale des artistes. Et puis passer un petit concours à l'ENSA, on s'assure que vous êtes bien un professionnel. Alors je me pose la question de savoir si tous les gens qui sont là ont vraiment été à l'ENSA pour montrer qu'ils étaient professionnels, parce que je dois dire que c'est quand même assez pitoyable. Enfin il y a des artistes, des portraitistes entre autres, qui sont pas mauvais, hein, ils font pas. C'est pas des soutines ou des gens comme ça, mais je dirais ils font quand même un travail honnête. Les peintres, c'est moins évident, sauf peut-être c'est comment son prénom à Tardivelle? C'est Jean-Yves. Jean-Yves Tardivelle, oui. Et Tardivelle, ça me faisait penser à Samivelle. Ouais, c'est son nom d'artiste. Hein, c'est son nom d'artiste, oui, son pseudo. Qui nous a expliqué tout ça. Et effectivement, si vous allez sur le net, vous verrez, voilà, si vous voulez postuler. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place, hein, il faut qu'il y en ait qui meurent. L'année dernière, enfin pour cette année, la saison 2014-2015, il y a eu 4 portraitistes et 2 peintres qui ont été sélectionnés, vous voyez. Il y a un autre truc pour le carré des artistes, ça c'est pour l'hiver. Quand la place est dégagée des restaurateurs, là il y a un peu plus de place et on peut postuler pour 1 mois ou un truc comme ça, voilà. Bon, ceci dit, on a passé vraiment un bon moment avec Piquet-Cou. C'était quelqu'un de très doux, de très calme, et pas un excité, quoi, pas un montreur non plus, qui nous disait, bon, c'est toujours comme ça maintenant. Voilà, je me demande s'il y a
c'était toujours mieux avant, évidemment. C'est-à-dire qu'il nous expliquait que ils étaient souvent invités dans les années passées à partir au Japon, tout frais payé pour exposer. C'est les Japonais qui les invitaient. En Chine, partout, quoi. Voilà, bref, aux États-Unis, etc. Ils étaient invités pour aller. C'est vrai que c'était des curiosités, les peintres Montmartrois, parce que le Montmartre, évidemment, qui a été rendu célèbre par Picasso, par Marc Roland, c'est tous les gens dont vous a parlé Picot tout à l'heure, est connu dans le monde entier. La place du Tertre, c'est un mythe. Évidemment, quand on voit l'affluence de touristes qu'il y a, on comprend mieux. Et donc, j'imagine que inviter les artistes montmartrois à New York, ça le fait, parce que les gens, ils savent ils rencontrent des petits bouts de mythe. Voilà, et que maintenant, ça se raréfie un petit peu, ces invitations qui étaient bien sympathiques. Voilà, puis il nous disait, il nous avouait que bon, maintenant, il en avait un peu marre de tout ça, de se bouger, parce qu'il a fait quasiment le tour du monde, comme en étant peintre en Montmartre, justement. Je pense que c'est ça. Hein, parce qu'il est sur la place, ça fait 40 ans, en fait. Ouais, 40 ans, voilà. Et il parlait d'une législation qui était arrivée, je crois, à partir de 77, qui avait justement réglementé un petit peu les places. Quoi. Voilà, oui, cette réglementation, je pense qu'elle est bienvenue, mais à mon avis, elle n'est pas très rigoureuse. Parce que je pense qu'il y a des peintres, on en connaît quand même à Montparnasse ou à la Bastille, qui sont, sans être des génies, ont un travail qui se tient un peu plus que la plupart des artistes de la place du Tertre, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est plus maintenant, je connais machin qui connaît truc, voilà, qui va attribuer une place, hein, ou être maqué avec les flics, etc., etc. Non, c'est contrôlé par la mairie de Paris. Enfin, je pense qu'il doit y avoir encore des passe-droits, voilà, mais bon, c'est la mairie de Paris qui contrôle tout ça, qui réglemente tout ça. Et voilà, et lui, il a eu, comme il était déjà là il y a 40 ans, évidemment, ça s'est fait tout doucement, facilement, voilà, pour lui en tout cas. Et il s'en plaint pas, il est comment dirais-je, il semble heureux là-haut. Ouais. Il va avoir son petit coup au clairon là, qui est juste derrière lui, et puis sa compagne aussi. C'est ça, et caricaturiste, elle. Elle est caricaturiste, on regarde tous les deux. Ouais, voilà, la preuve, ils ont une maison de campagne, quoi. Ils habitent à Paris, mais ils ont une maison de campagne aussi. Ça se passe bien. Mais je savais parce que j'ai eu un copain à l'époque où je pensais pouvoir aussi, moi, faire le kéké là-haut. J'ai un copain qui le faisait, lui, il était au printemps, il était place du Tertre. L'été, il était à Saint-Tropez, et l'hiver, il était à Megève. Et il peignait, alors l'hiver des paysages de neige, l'été des marines sur le port de Saint-Tropez, et au printemps, Montmartre. Ouais. Mais lui, par contre, je dois vous avouer qu'il peignait très très bien. C'était un vrai peintre, très jeune d'ailleurs, comme moi je l'étais à l'époque. Et je l'avais invité à venir dans mon petit appart de la rue d'En-Raymond. On papotait, on s'était bien plu tous les deux. Puis la vie nous a séparés quand j'ai quitté Montmartre, etc., etc. Mais bon, j'ai eu quand même une relation assez suivie avec lui. Voilà, et lui, il a eu la chance de pouvoir avoir une place à cette époque-là où il y avait quand même un petit peu moins. C'était un petit peu moins, comment dirais-je, il y avait un peu moins d'artistes, parce qu'il avait un peu plus d'1 mètre carré pour se bouger, quand même. Alors là, c'est vraiment, imaginez, vous voyez la place du Tertre, c'est pas très grand. 260 artistes autour de la place, parce que, hein? Rapproche-toi du micro. Pardon? Oui, je me rapproche du micro, oui, parce que là, plus ça allait, plus je m'éloignais, j'allais tomber en arrière, d'ailleurs. Voilà. Alors, Tardivelle, si vous y allez, vous pourrez le rencontrer. Il est le dos au Clairon. Le Clairon, c'est un bistrot qui fait un des angles de la place du Tertre. Vous avez l'église Saint-Pierre et le Sacré-Cœur. Voilà. Et il est habillé en kaki, quoi. Il a un genre de pantalon militaire kaki. Enfin, oui, je pense que c'est vrai. En tout cas, il a une chemise souple. Oui. Il fait pas du tout militaire. Il a des grands cheveux. Ouais. Il est légèrement, il a du poil sur le bec. Enfin voilà, il est très mince et il peint des paysages légers. Très léger, ouais. Ouais, le paysage de la Sarthe, probablement, on a l'impression que c'est un peu... Oui, c'est ça, ouais. Il a une palette, alors moi, sa palette, c'est du papier journal. Et il a ses couleurs dessus, il a un pinceau, c'est un balai à chiottes,
Et voilà, il peint là, il fait son truc tranquille. Il a fait un grand format d'ailleurs, juste en face de lui, dans la partie où il y a les restaurants. Lui, il est en face aussi de les gens qui bouffent là, et il y a un espèce d'entrée. Et là, on voit un grand format, c'est un 60 figures que le bistrot lui a acheté, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Non, mais bien sûr, je pense que c'est un des rapins qui sont autour là, qui est vraiment représentatif de ce qu'on peut imaginer qu'étaient les rapins de Montmartre. Voilà, on l'aurait très bien vu avec Jeanne Paul, dont on va vous parler tout à l'heure. Vous voyez. Et même au 19e, du temps de la grande époque du lapin agile, on aurait très bien pu l'imaginer là aussi. C'est vrai, même si la butte, le Place du Théâtre, ça c'est à chier du point de vue artistique, hein, il faut quand même être lucide, mais quand même, il flotte quelque chose là-haut, il y a un air, on sent des choses, quoi. Vous voyez, il faut être sensible un petit peu à l'histoire de la butte Montmartre, à l'histoire de cette butte martyre aussi. Hein. Quand on monte par la rue Saint-Vincent, moi quand j'étais rue d'En-Raymond, j'y allais des fois et je montais par la rue Saint-Vincent le matin, l'été, l'hiver. Et là, on a l'impression d'être au 19e siècle, quoi. On a des chansons qui traversent. Complètement. Complètement. Oui, nous on a vu ça un jeudi. Aussi, on est allé dans un bistrot pour fêter ça, parce que c'est Pierrot qui m'a invité, l'ancienne banquière, hein, elle a les moyens. Voilà, elle m'a invité, on a été au cabanon de la place au cabanon de la butte. Au cabanon de la butte. Alors moi, ça m'avait séduit, c'est ça, un petit truc, rue Lamarck, derrière, un tout petit bistrot, ils sont 3 ou 4 bistrots, là, il y a une pizzeria, etc. On s'était dit la dernière fois qu'on y était allé, avant cette fois-ci, que c'était une rue tranquille, que ça changerait de la butte Montmartre, où c'est une usine à bouffe. Hein. La butte Montmartre, c'est dégueulasse, d'ailleurs, la bouffe. Enfin bon, c'est une bouffe pour touristes, quoi. Et là, on s'était dit, ouais, le petit bistrot, effectivement, on a bien mangé. Seulement, la patronne, par contre, elle a essayé de nous escroquer, mais alors, d'une manière un petit peu honteuse. Et ça a gâché un petit peu la fête, quoi. Et puis, Kékou, là, elle est intransigeante là-dessus. Elle ne pardonne pas. La pauvre mémé, elle nous a perdu définitivement. Elle s'en remettra. C'est dommage, une histoire de verre de vin qu'elle avait pas en petite carafe. Elle nous ouvre une bouteille en faisant je vous fais à la ficelle. Elle nous sert nos 2 verres. Donc après, on est censé payer la conso. Et elle m'a soutenu à la fin qu'on s'était resservi, alors que non. Et je pense qu'elle a quand même l'œil. Et j'ai trouvé ça dommage que pour gagner un misérable euro, en fait, elle perd de clients. Elle a bien vu qu'on était parisiens, ou banlieusards, qu'on reviendrait. Je trouve que c'est dommage. C'est un peu dommage, oui, parce que ça aurait été un bon moment. Alors, on y retournera, mais pas là. On ira à la pizza qui est juste à côté. À la pizzeria qui est juste à côté. Voilà, ce sont des anecdotes, mais c'est ça la vie aussi dans ces coins à touristes, quoi. C'est pas toujours. On a eu la chance de tomber sur cet artiste Tardivelle, ce peintre de la Place du Théâtre, qui était vraiment dans son jus, qui était là. Voilà. Qui était assez touchant même en même temps. Il passait quelque chose, quoi, entre nous et lui, entre lui et nous, il y avait quelque chose qui fonctionnait, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas été, autant j'aurais pu être persifleur, ricaneur, si ça avait été un con. Mais là, c'était un signe, probablement. Non. Il était pas con. Ouais, on lui a proposé de venir dans l'émission, mais il a décliné notre invitation. Ah oui, non, mais là. Sous prétexte qu'il aimait pas sa voix. On a trouvé ça dommage parce que tout ce qu'on raconte là, il aurait pu le dire et ça aurait été encore plus vivant, quoi. Ouais, ça aurait été magnifique. Ouais. Voilà. Bon, on va arrêter là parce que tu parles de Jeanne Paul tout de oui, je vais en parler parce qu'on a. Et donc, j'ai évoqué Eugène Paul là tout de suite, là, vous voyez, en parlant de ce peintre de Tardivelle. Eugène Paul, qui est le dernier grand Montmartrois, peintre, dessinateur, graveur, lithographe, qui est né rue Le Pic à Montmartre et qui est mort à la Pitié, comme les Parisiens meurent souvent, surtout ceux qui sont pas riches. Voilà, la Pitié-Salpêtrière, c'était pas Jojo à cette époque-là. Voilà. Il est né, évidemment, au 19e, à la fin du 19e, et il est mort dans les années 60, je crois, ouais. Voilà. Alors, il était né, évidemment, comme souvent, en rue Le Pic, dans ces coins-là, c'était des quartiers très populaires à cette époque-là. D'une mère brodeuse, d'un père plombier. Ton rêve. Oui, mon rêve. Voilà. Et musicien de cabaret, son père. Bon, c'est pas prouvé, mais bon, il y a des bruits qui courent. Il commence à peindre très jeune. Des autoportraits au crayon. Voilà. Il fait la guerre de 14, il s'engage, il en voulait. Il a été blessé 2 fois. Et sur l'intervention de sa mère, au lieu de mourir, on l'ampute de la jambe droite en 1915. Voilà, donc, parce que vous savez,
si la gangrène s'y mettait, bon, il passait à la casserole. Donc sa mère a pris la décision comme il n'était pas majeur encore, il était très jeune. Voilà. C'est le cadeau de ses 20 ans. Puis à cette époque-là, la majorité, c'est pas 20 ans, c'était 21 plutôt, hein. Il revient à Montmartre en 1916, avant la fin de la guerre, et s'installe à impasse Girardon, dans un appart qu'il habite jusqu'à sa mort. Vous vous rendez compte? Les mecs, moi j'adore ça. Moi qui ai jamais vécu comme ça, qui ai déménagé un nombre incalculable de fois, enfin bon. Et puis, comme beaucoup de gens du peuple, à cette époque-là, à Montmartre ou ailleurs, il fait plein de petits boulots et commence à peindre des fleurs. Ou recommence. Des têtes, j'aime bien des têtes. Et le Moulin de la Galette, qui est juste en face de chez lui, le Pic. En 1917, il vend ses œuvres signées Jean-Paul à Ragueneau, un brocanteur. C'est un petit peu comme le Père Tranquille de Van Gogh. Comment il s'appelait le marchand de couleurs. Ouais, le marchand de Tanguy, couleurs. Non, Tanguy, voilà, Tanguy, c'est ouais. ça. Voilà. Il se lie aussi avec Émile Boyer et Franck Will. Ils font de la musique avec l'argent de la Manche. Ils font la bamboche, quoi, voilà. Il connaît Juan-Gris, et voilà, il a le bateau Lavoir. Juan-Gris qui lui offre des pinceaux et des tubes, des vieux tubes. Voilà, il faut dire qu'il était, ça vous donne la dimension de son magot, enfin, de son compte en banque. Et puis un marchand lui demande des œuvres à la manière de Monticelli, Daumier, Lebourg, Eugène Delatte, l'initié à la gravure. Il vend des vues de la butte, à l'aquatinte, au brocanteur. Voilà. Vous voyez, c'est parcours classique d'un rapin de cette époque. À partir des années 20, il entame une évolution avec des paysages urbains mieux construits. Il faut dire que c'est un autodidacte, hein. Je vous l'ai peut-être encore dit, mais voilà. Et il est quand même, il participe au Salon d'automne et commence une longue série de voyages en France. Alors ça aussi, c'est purement une tradition de rapin, quoi. Il découvre le Pays basque, espagnol, et Chalom s'intéresse à ses tableaux. C'est encore des marchands, hein. Je ne vais pas vous faire pas l'égérie des marchands. Voilà. En 1923, il commence à portraiturer surtout des clowns, ainsi que les premières vues de Montfort-l'Amaury l'année suivante. Donc il a peint probablement beaucoup de vues de Montfort-l'Amaury, qui est un petit bled charmant, quand je l'ai connu en tout cas. Maintenant, je sais pas ce que c'est devenu. Voilà, maintenant c'est un truc vraiment de friqué, pas très loin de Paris. Bon. Et puis, à partir des années 24, par là, il commence une évolution solitaire, en s'éloignant de la peinture de ses amis Utrillo, Leprun, Génin, Quizet et Franck Will. Il chahute les sujets et en vient à créer une forme très personnelle qui fleure bon l'expressionnisme. Voilà. Il trouve ses sources au musée du Prado, près du Gréco, de Velázquez, et surtout de Goya. Vous voyez, c'est des mecs qui voyageaient quand même. Ils avaient une curiosité, et puis ils voyageaient, voilà. Maintenant, on voyage plus. Les visages, alors qu'il y a des moyens de communication bien plus faciles à emprunter qu'avant, enfin bon. Les visages de ces personnages prennent de plus en plus d'importance. Oui, jusqu'en septembre 30, il voyage, travaille sans arrêt, saisit une sorte de frénésie créatrice qui fait dire par Maître Maurice Reims, que je pouvais pas piffer, c'est un espèce d'antiquaire, là, je sais pas quoi, qu'il a peint quelques-uns de ses meilleurs tableaux du siècle. Des meilleurs tableaux du siècle durant ces 5 années. Oui, bon, c'est 5 années, pas 5 années, banane. La galerie Bing, j'adore. En 1928, l'expose avec écoutez quand même, attention, avec Picasso, Rouault, Braque et Soutine, qu'il ne connaissait pas encore. Hein. On peut penser que Soutine a pu l'influencer quand même. Bing, dans un long texte consacré à Jean-Paul, le met au même niveau que ceux-ci. Je suis pas persuadé, mais enfin bon. Épuisé par une vie trop intense, bouffé par l'alcool et par une affection contractée à Alger, une affection, on peut dire que c'est peut-être quand même la syphilis, j'en sais rien, mais bon. Jean-Paul s'écroule à son passage à Madrid au 3e trimestre 1930 et manque de la glisser. Alors il va faire une cure, puis il revient à Paris, il se remet lentement. Bon, il a la santé, ces mecs-là. Commence alors la 3e période de son œuvre entre 1930 et 1945. Une période que d'aucuns ont qualifiée de célinienne en raison de son œuvre avec Céline. Alors là, je trouve ça un peu léger. À partir de 1932, c'est pas parce que vous fréquentez un mec comme Céline que vous faites de la peinture célinienne, ça veut rien dire. Ah bon.
Toujours des malins pour faire des associations improbables comme ça. Il peint assez peu à l'huile. Il peint surtout à la gouache. Voilà. Par contre, durant ce temps, ses dessins et ses gouaches sont de grande qualité. Il élargit encore le choix des sujets traités, il se brouille avec Céline en 37, puis se réconcilie avec lui, oui, enfin, ça c'est classique. Et alors, de Noël lui confie l'illustration du Voyage au bout de la nuit de Mort à crédit en 1942. Ça, j'aimerais bien les voir, ces illustrations, d'ailleurs. Voilà. Bon, et puis il y a une quatrième période entre 1945 et puis sa mort, quoi, avec des vues de la butte de Paris, des musiciens, et qui sont de bonne qualité. Il produit beaucoup et le succès est là, c'est devenu un monstre sacré, le témoin de Montmartre du début du siècle. Il voyage toujours, du moins jusqu'en 1966. À partir de 1964, il cesse de peindre à l'huile, se réfugie dans son appartement. C'est l'époque des portraits dits de télévision. Il continue de dîner, de gouacher, de dessiner, pas de dîner, de gouacher. Il réalise des lithos. Le critique de la Gazette de l'Hôtel de Roux le qualifie ainsi. Jean-Paul est sans doute le plus grand représentant, et peut-être le seul, de l'expressionnisme de tradition française. Oui, je crois que c'est le seul. Voilà. Alors, ça, c'est Jean-Paul, c'est un petit peu le blabla classique sur lui. Je l'ai connu, enfin, pas intimement, évidemment. J'ai jamais connu de grands artistes intimement, mais je me demande comment on fait pour les connaître intimement, d'ailleurs. J'ai toujours été bluffé par les mecs qui ont rencontré tous ces gens-là. Voilà, mais à la place du théâtre, quand j'étais à Montmartre, je l'ai vu. Il me semblait un peu clodo, quoi. Voilà, c'était un grand mec, un grand Flandrin, là. Il avait l'air de bien picoler et tout. Je peux dire que je l'ai vu, voilà, à plusieurs reprises. Et je savais même pas à cette époque-là. J'étais un vrai gland, que c'était un grand peintre. Je pensais que c'était un de ces peintres minables de la place du Tertre. Mais non, c'était pas tout à fait ça. Vous voyez comme la vie, c'est grandement foutu quand même. Vous êtes comme Cossimon, c'est pareil, que j'ai connu aussi à Montmartre. J'ai bu mon café à côté de lui le matin, rue d'Henraimont, un bistrot qui a disparu pour faire placer une banque. Et je savais pas que c'était Cossimon. Je l'ai su après. Ouais, c'est chouette, c'est bien de passer. Non, tout le c'est bien en même temps. Voilà, je n'ai pas fait de la lèche ni rien. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Jean-Paul, le dernier grand Montmartre. Oh. Rue Le Pic, dans le marché qui s'éveille dès le premier soleil, sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs. Rue Le Pic, les voitures de 4 saisons offrent toutes à foison tomates rouges, raisins verts, melons d'or et primes verts au public. Et les cris des marchands s'entremêlent en un chant, et le murmure des commères fait comme le bruit de la mer. Rue Le Pic, et ça grouille et ça vit dans cette vieille rue de Paris, et ça chante et ça pleure et ça bat comme un cœur. Rue Le Pic, rue Le Pic, il y a du bon populo qui se bagnode au hasard, et des petits rigolos qui viennent faire le lézard. Rue Le Pic, et les Jules qui ne font rien ou qui n'en font pas trop se reposent dès le matin aux terrasses des bistrots. Et là-bas, 2 amants sans façon se promènent tout contents. Aux marchands de 4 saisons, ils achètent du printemps. Rue Le Pic, sous les yeux amusés des badauds qui se trouvent là, ils échangent des baisers dans un bouquet de lilas. Rue Le Pic, rue Le Pic, il y a des cabots et des gosses à poule-beau, et un flic tout vermeil qui se prélasse au soleil. Mais surtout, il y a une belle fille aussi belle que l'été, elle marche en espadrille et rit en liberté. Rue Le Pic, et la rue est toute fière de son beau regard clair et de sa belle santé, elle qui l'a enfantée. Et toujours la fille avec amour à sa rue dit bonjour, et la rue extasiée la regarde passer. Et la rue monte, monte toujours vers Montmartre là-haut, vers Montmartre là-haut, et ses moulins si beaux. Rue Le Pic, rue Le Pic, rue Le Pic. Oh.
C'était Patachou qui interprétait. Et vous êtes, pardon, Dominique. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans pub. Excusez-moi, je me précipite un peu parce que le temps passe, la mort vient, et on a encore plein de choses à dire. Ouais, voilà. C'était bien qu'on parle de notre rencontre sur la place de Tertre, comme ça un peu longuement, quoi. Ouais. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Art Racaille, une émission dont la partie artistique est consacrée aux Rapinos de Montmartre, passé, présent, futur. Voilà. On vous a parlé du présent, on vous a parlé du dernier grand peintre de Montmartre, Eugène Paul, et maintenant Picou va vous causer dans le poste d'un autre grand peintre de Montmartre, c'est-à-dire, mais vachement connu, Lautrec. Ouais, on en avait déjà parlé, donc en fait j'ai un peu repris le billet que j'avais fait il y a quelques temps, mais c'est pas mal de faire des piqûres de rappel, quoi. Donc si je vous dis effectivement Jeanne Avril, Yvel Guibert, La Goulue, Aristide Bruand, le Moulin Rouge, le Moulin de la Galette, le divan japonais, vous pensez immédiatement à Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec, qui est descendant en droite ligne des comtes de Toulouse. Ouais. Et en fait, tout de suite, nous vient à l'esprit l'image d'un bonhomme aux petites jambes, d'un peu plus d'1,50 m, qui parlait avec un cheveu sur la langue, qui avait des lorgnons, un chapeau melon en guise de couvre-chef. Vers sa 10e année, une maladie osseuse due au mariage consanguin de ses parents a stoppé la croissance de ses fémurs, qui ont été fracturés lors de chutes de cheval. Et en 1881, il stoppe ses études et se consacre de plus en plus au dessin. Il est élève de Léon Bonnat, puis de Cormon, chez qui il rencontre Van Gogh, Émile Bernard et entre autres Charles Laval. À 20 ans, il s'affranchit de plus en plus de l'académisme et s'installe à Montmartre, au cœur de la vie nocturne, et il va rencontrer donc Bruand dans son cabaret Le Mirliton, et en 1891, il signe l'affiche qui le rend célèbre, Moulin Rouge avec La Goulue. Adepte et assidu des maisons closes, des cabarets et théâtres montmartrois, il peint les prostituées qu'il considère comme des modèles idéaux pour leur spontanéité gestuelle, qu'elles fussent nues ou à moitié habillées. Il peint leur vie sans moralisme, et n'ayant pas besoin d'exécuter des œuvres sur commande, Lautrec choisit des sujets qu'il connaît bien ou des visages qui l'intéressent. Et comme il fréquente des gens de toutes sortes, ses tableaux couvrent une vaste gamme de classes sociales. Des nobles et des artistes, des écrivains et des sportifs, des médecins, des infirmières et les figures pittoresques de Montmartre. Voisin de palier de Suzanne Valadon, lorsqu'elle habitait rue Tourlac, elle fut son modèle et sa maîtresse. Ils vécurent donc des amours passionnés et une vie nocturne alcoolisée. C'est elle qui pose pour son tableau La Buveuse. L'œuvre de Lautrec est très vaste. Il est tout à la fois peintre, il a dû faire 737 peintures, 275 aquarelles. Il est lithographe, affichiste, illustrateur de chansons, dessinateur, on lui donne environ 5000 dessins, et il est passionné de photographie. Il s'est d'ailleurs essayé au trucage photographique en se représentant dédoublé, à la fois en train de peindre et en train de poser. Et la photographie va l'aider à saisir la vie, entre guillemets. Il disait encore « Je ne veux pas faire beau, je veux faire vrai ». Affichiste, il immortalise La Goulue, Yvette Guilbert, Jeanne Avril, May Belfort et de même Milton-Lautrec, mais il fait aussi des affiches pour des frontispices de livres, tels Babylone d'Allemagne, et pour certains artisans comme le photographe Sesco, ou sur le monde du cyclisme avec la chaîne Simpson. Il faut que l'affiche s'impose à l'attention des gens pour des effets irrésistibles, dit-il. Il apprend donc à supprimer le détail superflu et il réduit son spectre de couleurs au jaune, au rouge, au bleu et au noir, ce qui fait que le modelé disparaît pour des fonds de couleurs plus en aplat. Malheureusement alcoolique pendant la plus grande partie de sa vie d'adulte, il avait coutume de mélanger à son absinthe quotidienne du cognac, au mépris des convenances de l'époque, et il rentre dans un sanatorium peu avant sa mort, à Malromé, qui est la propriété de sa mère, à la suite de complications dues à l'alcoolisme et à la syphilis, et il n'a que 37 ans. Donc il meurt aux côtés de sa mère, de qui il est resté très proche toute sa vie. Et après sa mort, Maurice Joyand, qui est un de ses amis intimes, son protecteur, qui est marchand de tableaux, voulut mettre en valeur son œuvre avec l'accord de la comtesse de Toulouse-Lautrec, et ils donnèrent les fonds nécessaires pour qu'un musée soit créé à Albi, la ville donc où naquit cet artiste. La comtesse Alphonse de Toulouse-Lautrec et Maurice Joyand offrirent leur superbe collection de tableaux donc au musée de Toulouse-Lautrec d'Albi.
Voilà. Ouais, que j'ai visité, c'est assez superbe, voilà. Un peu sombre, mais assez superbe à Albi. Ouais. Dans un bâtiment magnifique. Ouais, donc on peut voir ces tableaux, certains au musée d'Orsay, au musée d'Albi. On peut voir Toulouse-Lautrec dans le film Moulin Rouge, un film américain. Bon, c'est l'histoire, elle est un peu annexe, donc en fait c'est un film. Moi, j'ai regardé le début et ça va à toute vitesse. C'est un film qui bouge, donc de costumes, de rythme, un peu sûrement comme devait être cette vie justement au Moulin Rouge. Donc on est complètement pris dans l'histoire, mais c'est pas la vie de Toulouse-Lautrec, c'est plus l'histoire de l'écrivain qui a tombé amoureux d'une des danseuses du Moulin Rouge. D'accord. Bien, eh ben écoute. Tous les soirs au Moulin Rouge, pour quelques fripons fripés, je tourne dans ma robe rouge, à côté du désossé, c'est le descendant direct de la môme caoutchouc et du Valentin de Lautrec, plus désossé qu'un bout de mou, avec une souplesse d'anguille véritable invertébrée. Il saute en jetant la quille devant le dîner attablé. Je voudrais qu'il soit ma moitié depuis qu'il m'a dit je t'aime, même s'il n'est plus tout entier, qu'il n'en reste qu'un huitième. Il se disperse mon puzzle. SOS, pièce par pièce. Mon amour se casse la gueule. Tous les soirs au Moulin Rouge, pour quelques grisons grisés, je tourne dans ma robe rouge, à côté du désossé, on tressaute comme des barcasses. Et quand je crie sur Offenbach, faut voir comme ils décarcassent les talons jusqu'au callback. On exécute le quadrille et la série des battements, le grand écart sans coquille qui vous ferait crier maman. Il ne perd pas que des osselets, le cancan vire au carnage, au balai olé olé quand une couille tombe dans le potage. Os par os, il se désosse. Il se disperse mon puzzle. SOS, pièce par pièce. Mon amour se casse la gueule. Mais ce soir au Moulin Rouge, je me moque des nippons nippés. Seul je pleure dans ma robe rouge l'absence du décalcifié. C'est-il dans les catacombes qu'il a fini par se casser parmi les tibias sans nombre et les crânes des trépassés? Aurait-il perdu la tête pour une belle anthropologue qui détaillerait son squelette dans les pages d'un catalogue? Si vous rencontrez l'artiste dans la brume ou le train fantôme, dites-lui combien je suis triste. Dites-lui de revenir à Tôme. C'était Lou Saint-Agne qui interprétait le Désossé. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans mettre sans pub, toujours vivante, à Racaille pour l'émission consacrée au rapin de Montmartre de la butte, et un des plus célèbres, sinon le plus célèbre. Oui, vous avez entendu parler, c'est Momo Utrillo, le fils illégitime de la Valadon.
On ne sait même pas si c'est le fils de Miguel Utrillo Immorlus. C'est un mystère, mais en tout cas, il lui a refilé son premier patronyme, Utrillo. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Maurice Utrillo. Voilà, c'est simple, hein. Bon, voilà, on pense que on ne sait pas si c'est Boissy ou Utrillo, voilà, qui était un peintre, décorateur et critique littéraire catalan. Bon. Utrillo, c'est aussi une lourde hérédité. Et oui, enfin bon, on peut expliquer ça comme ci ou comme ça, voilà. Comme dans les personnages de Zola, qui se traduit par un alcoolisme aussi précoce que tenace, ça le cramponnera jusqu'à sa mort, qui lui procure des crises nerveuses et des accès de folie d'origine éthylique, des séjours en maison de santé et des tentatives de suicide, parcours classique des alcoolos. Hélas. Des violences qui conduisent leurs auteurs au poste de police. Leurs auteurs, c'était lui, Chaim Soutine et le camarade Modigliani, qui passait des nuits au poste, qui foutait un bordel à Montparnasse ou à Montmartre, hein, fallait voir. Bon. Et c'est eux qui troquaient leur sortie, c'est ça? Non, c'est pas eux qui s'entendaient bien avec le commissaire? Si, le commissaire était un amateur d'art, oui, qui leur facilitait la sortie, oui. Ouais. Voilà. Alors, il s'est essayé avant de travailler dans une banque, imaginez ce que ça devait donner. Pendant quelques étés, il habitait aussi dans un château sans confort dans la région lyonnaise. Vous voyez, il y avait des contrastes dans sa vie qui étaient assez savoureux. C'est l'exploitation du talent, tant par un marchand rapace, comme tous les marchands d'ailleurs, hein, puis le succès vite dilapidé par la boisson. Voilà. Bon, ça c'est la vie, le résumé en très très bref de la vie du trio. Mais aussi, trio, il était attaché passionnément à sa mère, qui la perturbait avec ses relations amoureuses. Voilà. Et qui ne craindra pas de prendre pour amant le meilleur ami de son fils. Ça, j'imagine que ça ne devait pas être drôle pour Momo. Voilà. Et ce mec s'appelait, je sais pas si son nom est important, parce que c'est un sacré con, André Hutter, de 20 ans plus jeune qu'elle. Ah, mais voilà. Il était peintre aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis après, il s'est marié avec la femme d'un banquier belge. Enfin, il était déjà assez âgé, hein. Qui était une espèce de folle dingue, quoi, voilà. Comment elle s'appelait déjà? Lucie Valor. Lucie Valor, voilà. Il fallait voir le tableau. Bon, elle le faisait bosser, elle l'enfermait dans une pièce avec du pinard et puis il bossait, voilà. Voilà, il a eu une vie quand même assez terrible, quoi, voilà. C'est le destin, oui, mais le destin, parfois, c'est vraiment un sale con, voilà. Alcoolique ou fou, la question se pose, mais en tout cas, génie en quête de soi. Une étiquette un petit peu bâclée, voilà. Moi, j'aime pas beaucoup les étiquettes. D'ailleurs, il était comme sa mère, ils étaient complètement atypiques. Ils étaient tous les deux nés d'un père anonyme. Et ils allaient hériter de cette ascendance incertaine et payer le lourd tribut que levait la société bien pensante sur ce genre de manquement à l'ordre moral. Là, on est en plein dedans au 19e, il faut dire, bon. Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, André Hutter, on l'appelait la triade maudite. C'était gai tout ça. La légende que ces personnalités extrêmes ont engendré sur le terreau mythique de la butte, ça c'est un petit peu pompeux, hein, a empreint d'une manière incontournable l'histoire de l'art, enfin cette partie de l'histoire de l'art du 19e qui chevauche avec le 20e, quoi, voilà. Bon, Utrillo, oui, moi j'aime une partie de son travail, celui qui faisait pas l'après-carte postale. Il y a une fragilité, il y a une poésie dans ces peintures de Montmartre, entre autres de la place du Tertre, mais des rues de Montmartre aussi, qui m'ont toujours touché, ouais, même si c'est pas pour moi quelqu'un comparable à Soutine. Il y a quelque chose chez lui, une retenue très française, hein, qui était comme ça un peu presque conventionnel, mais qui est très apaisant, qui est très doux, qui est très riche d'une certaine manière de cette espèce de côté justement un peu franchouillard, voilà, qui parfois repose un petit peu des excès de gens comme Soutine ou Picasso. Voilà. C'est ce que je reconnais comme qualité à Utrillo, et je dois dire que j'ai toujours eu
un regard assez, comment dirais-je, apaisé sur son travail. Voilà. Bon.